8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Le Maroc valide son billet au mondial américain, leader de son groupe avec 18 points récoltés et 6 victoires en 6 matchs. La sélection nationale a signé hier soir un score écrasant, 5-0 face au Niger. Une brillante prestation sur la pelouse flambant neuve du nouveau stade de Prince Moulay Abdellah. J-2 de la rentrée scolaire. Les élèves, tous cycles confondus, rejoindront lundi les bancs de l'école. Une échéance qui se prépare d'ores et déjà du côté du corps enseignant et administratif. Nous verrons dans un lycée à Tanger. Puis vous aurez rendez-vous avec votre escale culturelle hebdomadaire avec ce soir une jeune plume qui fait son baptême littéraire. Malak Rifaoui signe Le voyage des cigognes, une parution qui nous entraîne au cœur d'un récit initiatique. La romancière Malak Rifaoui sera l'invitée de l'escale. Bonsoir, grande soirée footballistique hier soir entre la prestation éclatante des Lions de l'Atlas et l'inauguration en grande pompe du nouveau stade Prince Moulay Abdellah. Les regards des Marocains étaient unanimement tournés vers le match Maroc-Niger. Notre 11 national a brillé comme attendu en empochant son ticket pour le mondial nord-américain à la faveur d'un score écrasant 5-0 face au MENA de Badouzaki. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Sophia Fagaloud. Pour l'inauguration sportive du stade Prince Moulay Abdellah, quoi de mieux qu'un score sans appel de 5-0 en faveur du Maroc pour marquer le coup. Dans ce joyau architectural fraîchement reconstruit, ambiance électrique, même avant le coup d'envoi du match. Dans les gradins comme sur la pelouse, supporters et joueurs marocains offrent une démonstration de force. Dès la 6e minute de jeu, Achraf Hakimi menace le gardien du Niger sur un coup de pied arrêté. Mais il a fallu attendre la 29e minute pour que Ismaël Sibari ouvre le score en mettant à profit une passe décisive de Youssef Belhamri. 8 minutes plus tard, le même Sibari revient à la charge après une passe du capitaine Achraf Hakimi. Décidément, en bonne forme offensive, il signe un doublé et met le Maroc à l'abri avant la fin de la première mi-temps. De retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas affichent la même rage de vaincre. Ayoub El Kaabi creuse l'écart grâce à une belle passe. Encore une fois du très dynamique, Youssef Belhamri. Mais l'appétit d'un Lion de l'Atlas n'est jamais rassasié. Les hommes de Walid Regragui campent sur la moitié de terrain du Niger. Tout juste entré, Hamza Igaman marque de la tête dès son premier ballon touché. Les changements opérés par le sélectionneur national permettent aux Lions de l'Atlas de dominer de bout en bout face à une équipe nigérienne qui se replie en défense. À la 84e minute, Azdine Ounahi parachève le triomphe de l'équipe nationale. Il inscrit le 5e et dernier but de la rencontre grâce à une passe de Hamza Igaman. Grâce à cette victoire tonitruante, le Maroc devient la première nation africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Lions de l'Atlas aborderont le prochain match face à la Zambie sans pression, une rencontre qui servira surtout à faire tourner l'effectif. Justement, le coach Walid Regragui affirme qu'il veut voir de jeunes joueurs sur la pelouse face à la Zambie. Je vous propose de suivre ses propos et ceux de Yacine Bounouf à chaud juste après le match.
Dieu merci, en tant que Marocains, nous rêvons tous d'une qualification pour la Coupe du Monde. C'est chose faite aujourd'hui. C'est le plus important. Nous avons un match à disputer contre la Zambie. Notre objectif est de terminer les qualifications sur une victoire. Mais je laisserai des joueurs se reposer comme Achraf Hakimi qui a joué en étant pratiquement blessé. C'est un grand capitaine. Nous avons aussi une Coupe d'Afrique à jouer. Nous verrons s'il faut que les joueurs se reposent en perspective et donner la chance à d'autres pour qu'on gagne. Ainsi, nous terminerons les qualifications invaincus. L'ambiance était excellente. Nous avons vécu une très belle soirée dans un stade flambant neuf. Nous sommes chanceux en tant que joueurs de vivre ce moment. Nous avons bien géré le match sur les plans défensifs et offensifs. Je félicite mes coéquipiers. Et le ballon rond est visiblement au cœur de toutes les révolutions. À Rabat, une conférence internationale érige le football en levier stratégique de transformation des médias à l'ère du numérique. Journalistes, créateurs de contenu et société civile mènent sous l'égide de l'organisation Future Media Initiative la réflexion autour de nouvelles puissances médiatiques et l'émergence d'un nouvel ordre informationnel. C'était d'ailleurs la dernière étape d'une tournée menée dans les stades et autres infrastructures du royaume. Retour à Sofia Fagruto. C'était d'abord un pari plutôt audacieux. Rassembler plus de 214 créateurs de contenu et de médias internationaux pour un aperçu privilégié des atouts du Maroc. Concrètement, ils ont eu droit à des visites guidées dans des stades ultra-modernes, mais aussi dans des infrastructures hôtelières, hospitalières et de transport. Bref, tout ce qui fait du royaume l'un des acteurs majeurs du sport africain et mondial. J'ai une grande attente par rapport au Maroc et aux événements sportifs qui vont se passer. Pourquoi ? Parce que le Maroc est un pays de football. Moi, je le suis de France vraiment avec attention. Et j'ai vraiment hâte, quand je vois l'organisation de cet événement, c'est assez fou de réunir autant de monde et on sent qu'il y a une vraie dynamique à donner autour du football pour le pays. On a été bien accueillis et on remercie tous les Marocains partout, dans toutes les villes qu'on est passé. On les remercie pour leur hospitalité. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Je crois qu'aujourd'hui, le Maroc a mis toutes les dispositions en place pour que les joueurs qui évoluent, qui sont certes nos joueurs africains qui évoluent pour la plupart en Europe, puissent également bénéficier lors de cette CAN des mêmes installations qu'ils ont en Europe pour jouer et offrir de bels spectacles à tout le continent. L'ambiance du football au Maroc, c'est de la folie. Les gens ici sont aussi passionnés que généreux. Nous entendons des cris de joie dans les stades. J'adore ça. J'adore le fait que nous soyons tous là pour construire quelque chose, montrer à nos followers à quoi ressemblent les infrastructures et les stades du Maroc. Comme ça, ils peuvent dès à présent réserver une place. C'est un pays fascinant, tout comme sa culture. C'est merveilleux. Le Maroc est un pays très accueillant, vraiment un pays très construit, très développé. Moi, je dirais tout simplement qu'ils viennent toucher du doigt. Parce que tout ce que moi j'ai vécu ici, j'ai vu, on ne peut pas tout transmettre par les images. Donc il faudrait que les gens effectuent le déplacement, surtout pour cette CAN, pour venir visiter. Le Maroc, c'est vraiment un pays de là. Waouh. Et visiblement, le dictionnaire des superlatifs est encore plus étoffé à la vue du stade Prince Moulay Abdallah, flambant neuf et dans toute sa splendeur. La tournée s'achève par un débat, une conférence internationale axée sur les défis liés aux nouvelles formes de médias et l'impact socio-économique du ballon rond dans le royaume. C'était un défi de réunir les deux composantes du paysage médiatique marocain et international, les journalistes et les créateurs de contenu qui ne viennent pas forcément du journalisme. Mais puisque le Maroc va accueillir de futurs rendez-vous sportifs, il était important de mettre ensemble tous les acteurs et à travers leurs échanges, nous tirerons des conclusions constructives pour faire des médias et du sport un levier stratégique pour le royaume. L'idée derrière ça, c'est que le public africain et global se réunissent ici au Maroc autour d'une plateforme sur laquelle on échange. On a ramené des journalistes, des créateurs de contenu, parce qu'aujourd'hui le monde de l'informatique, de l'information, c'est ces deux-là. Les médias traditionnels et les nouveaux médias sont obligés de vivre ensemble
Il y a un qui fait la viralité et puis l'autre qui prend un peu plus de temps, qui a la crédibilité. Donc ces deux médias, on est obligé de les mettre ensemble. Et l'Afrique a besoin de cette plateforme qu'aujourd'hui le Maroc lui offre avec le monde pour pouvoir s'exprimer. C'est une excellente opportunité notamment pour que le Maroc puisse montrer au monde que notre stratégie de développement faite grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, elle nous permet d'avancer dans le temps, sur le long terme. Je donne un exemple. Nous leur expliquons que le Maroc n'a pas attendu d'organiser la Coupe d'Afrique pour avoir un TGV et n'a pas attendu d'avoir le droit d'organiser la Coupe du Monde pour développer ses infrastructures hospitalières, hôtelières. À la Future Media Initiative, le parterre des participants est diversifié, à l'image du monde des sports, où le Maroc joue un rôle clé. Au-delà des aménagements, le Maroc affiche ici une ambition. Organiser des compétitions qui dépassent le cadre sportif, celles qui mettent en avant une culture, une hospitalité et un savoir-faire. Place à présent à cette information sécuritaire. La brigade nationale de la police judiciaire a déféré 6 individus devant le parquet compétent à Casablanca pour leur implication présumée dans un réseau criminel spécialisé dans le vol et le recel de biens issus d'un braquage à main armée commis sur le territoire français, apprend-on de sources sécuritaires. Selon les premiers éléments de l'enquête, les investigations techniques menées par la Brigade nationale de la police judiciaire ont permis la saisie de 31 téléphones portables provenant d'une attaque à main armée perpétrée en février dernier en France, ayant pris pour cible un magasin relevant d'une société de distribution de téléphones mobiles. Les interventions menées dans le cadre de cette affaire se sont aussi soldées par l'interpellation de 2 commerçants à Marrakech et Rabat, ainsi que de 4 autres individus pour leur présumée implication dans la possession, le trafic et la vente de téléphones portables volés issus du braquage à main armée commis en France. S'y ajoute la saisie de plusieurs matériels électroniques dont la provenance demeure suspecte. Les mises en cause ont été déférées au parquet compétent à l'issue des investigations dans cette affaire, s'inscrivant dans le cadre de la coopération sécuritaire bilatérale et la coordination mutuelle entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la police nationale française. Les élèves le savent très bien, c'est le dernier samedi de vacances. Dans 2 jours, retentira la cloche de la rentrée du préscolaire au bac. Ils reprennent dans 2 jours le chemin de l'école, mais le corps enseignant a lui déjà fait sa rentrée, tout comme les parents qui s'activent depuis plusieurs jours pour préparer le retour au banc. Voyons tout cela dans ce reportage tourné dans un établissement secondaire à Tanger avec Mehdi Karakchou, Saïd Najah et Maria Ouad. À quelques jours de la rentrée scolaire, ces jeunes élèves, accompagnés de leurs parents, s'apprêtent à rencontrer le corps professoral et tous les membres de l'équipe pédagogique qui les accompagnera durant l'année 2025-2026. Et comme Kautsar, nombreuses sont ces jeunes collégiennes à entamer une nouvelle année décisive. Et pas n'importe laquelle, la première année collège et tout son lot de nouvelles matières. Les cours me manquent tellement, si bien que j'attends la reprise avec impatience. D'ailleurs, à chaque rentrée, je me demande quels seront les professeurs que j'aurai et est-ce que je me ferai de nouveaux amis. Et pour ce faire, la direction de ce collège-lycée de Tanger met les petits plats dans les grands, avec le solennel mot du directeur. Un message clair dont l'objectif est de motiver les élèves afin de débuter cette rentrée dans les meilleures conditions possibles. Nous avons organisé un débat entre les professeurs et les membres de l'association des parents d'élèves, dont l'objectif est notamment d'insuffler le sens des valeurs patriotiques et citoyennes chez les enfants. Et pour un accompagnement optimal, l'association des parents d'élèves collabore avec la direction de l'établissement pour renforcer le soutien éducatif.
En tant que parents d'élèves, notre rôle est aussi de sensibiliser nos enfants au danger des addictions, tout en les aidant à grandir, afin qu'ils puissent être de bons exemples pour les générations futures. Nous organisons également des ateliers éducatifs en essayant au mieux de les préparer à être de jeunes adultes confiants. Rendez-vous donc lundi 8 septembre pour la reprise officielle des cours. D'ici là, il est utile de réadapter le quotidien des enfants pour une transition sereine et réussie. Les autorités portugaises ont confirmé le décès d'un touriste détenteur de la double nationalité marocaine et canadienne à la suite du déraillement d'un funiculaire survenu mercredi dernier dans la capitale portugaise. Un responsable de l'ambassade du Maroc à Lisbonne a indiqué qu'ils sont actuellement en contact avec les autorités portugaises afin d'engager les démarches pour organiser son rapatriement et son inhumation au Maroc. Son épouse marocaine se trouvait à ses côté au moment de l'accident. Il est actuellement hospitalisé. Son état est stable. Officiellement, 11 étrangers figurent parmi les 16 morts recensés après l'impressionnant déraillement du funiculaire à Lisbonne, selon le dernier bilan. L'étau se resserre sur Gaza. L'armée israélienne a appelé ce matin les habitants de la ville de Gaza à l'évacuer vers le secteur côtier d'Al-Mawassi, une zone déclarée humanitaire. Et ce en prévision d'un assaut au sol sur cette agglomération, la plus grande du territoire palestinien, avec 1 million d'habitants estimés par l'ONU. L'offensive militaire israélienne s'intensifie sur Gazaville. Une nouvelle tour d'habitation y a été détruite ce matin, quelques minutes seulement après l'appel à évacuation. En France, ce lundi 8 septembre pourrait marquer un tournant majeur sur la scène politique de gauche extrême. Gauche extrême, droite et majorité présidentielle sont appelés aux urnes pour un vote de confiance de l'Assemblée nationale sur la question budgétaire sollicitée par le Premier ministre François Bayrou. Un scrutin à haut risque pour Matignon au moment où les projecteurs sont déjà braqués sur l'après-Bayrou qui propose de désendetter la France par un effort budgétaire de 44 milliards d'euros. Olivier Faure, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être à Matignon. Place à votre escale culturelle du samedi. Nous la consacrons ce soir à une jeune femme pleine d'avenir. Du haut de ses 23 ans, Malak Relfaoui a plus d'une corde à son arc. Étudiante en médecine, elle est aussi passionnée des mots. On lui doit déjà 2 recueils de poésie, Dionysie mélancolique en 2022 et L'alchimie des cœurs et de l'âme en 2023. Ce soir, elle nous parle de son tout premier roman. Son titre, Le voyage des cigognes, un ouvrage paru aux éditions Edilivre qui peut se voir comme un véritable voyage initiatique. Plongé dans l'univers de Malak Relfaoui avec Mohamed Jabri et Dominique Orlando. On imagine, juste en lisant sa biographie et sans même l'avoir rencontrée, qu'elle devait être une enfant très probablement hyperactive, dans le sens où très vite, elle s'est révélée curieuse de tout. Il est vrai que la jeune femme a vu le jour en 2002 et qu'elle a donc à peine 23 ans. L'alchimie des cœurs, qui reste comme chacun sait une vaste énigme, ça l'intéresse. Elle en fait des poèmes qu'elle publie, tout en obtenant sa licence de droit sur les bancs d'une université parisienne. Les yeux rivés au ciel, elle se met alors à rêvasser à tant d'autres horizons nouveaux, un peu comme le font les cigognes durant leur périple migratoire, et qu'elle a pu bien observer depuis sa ville natale Rabat, qu'elle décide de regagner presque comme une évidence. La voilà nouvellement inscrite en faculté de médecine où elle poursuit encore aujourd'hui son cursus universitaire. Autant de pistes d'orientation qui pourraient nous aider à mieux la cerner, à mieux la comprendre. Ne ressemble-t-elle pas à l'héroïne de son premier roman, Zeyna, qui se fait lire les lignes de la main par son aïeul? Des lignes qui sont à la fois différentes et irrégulières. Certaines se croisent, d'autres, après s'être croisées, ne se recroiseront plus jamais. Et puis, il y a celles qui adoptent parfois des trajectoires parallèles, soit la quintessence actuelle de sa propre vie,
qu'elle réussit à également dédier à l'engagement associatif. Melek Helfaoui est aussi coordinatrice générale de l'association Next African Generation qui permet de donner une voix aux jeunes en Afrique. Melek Helfaoui, écrivaine et poétesse, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes à la fois poétesse, romancière, diplômée en droit, étudiante en 3e année de médecine. Vous êtes également très engagée dans la vie associative. Comment arrivez-vous à jongler entre autant de disciplines de voix et surtout comment y parvenez-vous ? Alors, je vois la vie d'une manière un peu philosophique et artistique à la fois. Pour moi, la vie, c'est cette toile qu'on a et on n'en a qu'une seule. Alors, il faut essayer, avec ce temps qu'est la vie, de placer sur cette toile tous les éléments que l'on voudrait y inscrire. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est d'aligner ma quête intérieure avec, on va dire, avec ma carrière, avec mon parcours étudiant. Et donc, c'est cette même voie intérieure qui m'a guidée au départ à vouloir faire des études de droit, parce que très jeune, je lisais beaucoup les histoires qui parlaient d'injustice. Je me rappelle d'ailleurs l'un de mes premiers romans qui s'intitule Cosette, donc qui est une partie de l'œuvre de Victor Hugo. Et donc, très jeune, en prenant connaissance de l'injustice dans laquelle vit cette petite fille, ça me révolte. Et à ce moment-là, je me promets à mon échelle d'essayer de doter les injustices que je peux rencontrer ou voir sur mon chemin. C'est ce qui me pousse à faire du droit dans un premier temps. Et ensuite, toujours à l'écoute de moi-même et à l'écoute de ma quête intérieure, je remarque que le droit m'a appris à explorer tout ce qui relève de la justice, le droit, tout ce qui est au fondement de notre société humaine. Et une fois que je comprends les fondements de la société humaine, ça me donne envie d'aller à la rencontre de l'humain, donc aller à l'écoute du corps, des organes. Et alors, lorsque j'aurai presque terminé ma licence, et bien sûr je l'aurai, je décide de tenter ma chance du côté de la médecine. Sauf que cette fois, je n'ai plus envie de rester en France parce que quelque chose de plus profond m'appelle. J'ai envie de retourner vers ma source, vers mon pays. Et donc, aujourd'hui, je suis étudiante en médecine dans mon pays et je continue en parallèle mes passions. Donc, l'écriture, vous l'avez dit, la poésie s'est imposée à moi d'une manière presque naturelle. La première fois que j'ai eu ce moment magique avec la feuille, je me suis retrouvée à écrire des vers. Et c'était un moment absolument sublime. J'ai ressenti une forme de symbiose avec la feuille. Et par la suite, j'ai eu envie de prolonger ce moment de fantaisie, de magie. Et j'ai décidé de m'aventurer du côté du roman pour, comme je viens de le dire, prolonger ce moment et entrer dans la psychologie d'autres personnages pour me comprendre et comprendre le monde. Justement, vous couchez sur papier cette quête de soi à travers justement votre dernier roman qui s'intitule Le voyage des cigognes. Et vous y mêlez symbolisme, migration, également mémoire collective. Quel est le regard que peut porter une jeune de 23 ans sur des thèmes aussi lourds ? Alors, tout d'abord, je vais commencer par le titre, Le voyage des cigognes. Tout d'abord, pourquoi la symbolique de la cigogne? Alors, lorsque j'allais à l'école primaire, chaque matin, je voyais cet oiseau sublime et qui m'inspirait tant de liberté. Et je m'étais promis un jour, en regardant une cigogne rejoindre son nid, que moi aussi, je voulais être aussi libre que cette cigogne, découvrir des horizons différents, apprendre dans des horizons différents. Mais ce qui est sublime avec la cigogne et si particulier, c'est qu'après avoir migré chaque année, elle revient dans le même nid qu'elle a bâti, qu'elle a construit l'année d'avant. Et donc, justement, la ligne de mire entre les trois personnages principaux de mon livre, Zeyna, Omar et Khadija, c'est qu'ils vont, c'est des jeunes, la tranche d'âge n'est pas précisée, mais disons qu'ils ont entre 20 ans, 25 ans, donc, comme on dit, ils sont à la fleur de l'âge, et ils sont tous habités par cette question, pourquoi on existe et quel est le but de la vie. Et ils vont chacun aller l'explorer de leur propre manière. Et c'est dans cette exploration de soi qu'ils vont traverser différents pays, différentes villes du globe. Et ils vont tous finir par revenir au Maroc. Et donc le Maroc, ça va devenir une sorte de... Les villes du Maroc plutôt, chacune d'elles va devenir le miroir de l'état d'âme du personnage. On aura Marrakech qui va inspirer à Zeyna le livre, parce que ça commence par un flashback.
Elle est dans la place de Jemaa El Fna et elle se rappelle de toute la beauté de l'enfance. Elle se rappelle le goût du bonheur, je dis. Et donc, c'est cette traversée dans la place de Jemaa El Fna qui va conduire à une réminiscence. Elle va se souvenir de Zeyna à l'état pur, j'ai envie de dire, innocente, heureuse. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a perdu les colères de la vie? Et donc, justement, le livre est un cheminement et il s'agit à chaque périple de déceler quelques morales pour à la fin atteindre la morale ultime qui se compose de 3 groupes de mots. Donc pour avoir une belle vie, pour donner du sens à sa vie, il faut bien sûr chercher ce qui nous passionne, ce dont on a envie ce qu'on a envie de vivre. Mais les trois piliers d'une vie heureuse, c'est l'amour de Dieu, l'amour de la connaissance et l'amour de sa patrie. Justement, ce retour aux sources et à la patrie, vous l'exprimez également via votre appartenance au continent, l'Afrique. Vous avez d'ailleurs récemment organisé à Paris une conférence sur le rôle des œuvres littéraires marocaines dans l'intégration africaine. Que peut apporter, selon vous, la littérature africaine et ses auteurs à ce grand défi continental ? Alors, comme vous l'avez dit, en avril dernier, nous avons organisé une conférence à la Maison du Maroc qui porte sur le rôle de la littérature marocaine dans le continent africain. Et donc, lors de cette conférence, nous avons convié de nombreux écrivains marocains, mais aussi énormément d'étudiants. Et le but, finalement, de cette conférence, c'était de montrer que le Maroc et l'Afrique a une mémoire, mais il y a aussi un avenir. Et donc, justement, cette conférence, elle vise à redonner confiance aux étudiants, aux citoyens de demain en leur terre, que ce soit le Maroc ou l'Afrique, et donc à travers la littérature. Parce que la littérature, finalement, c'est un langage qui est universel, qui traverse le temps et les générations. Et donc, le but de cette conférence, c'était de créer un moment d'échange et c'était aussi l'opportunité de parler de l'Afrique de demain, donc l'Afrique de l'avenir et non seulement d'hier. Merci Malak Khelfaoui pour votre engagement, pour cette parole inspirante et à travers vous à toute la jeunesse africaine qui brille par sa plume. Merci d'avoir été parmi nous. Et avant de refermer ce journal, ce dernier hommage rendu à une icône italienne de la mode, Giorgio Armani, décédé jeudi à l'âge de 91 ans. À Milan, des milliers de personnes ont défilé aujourd'hui en hommage au grand couturier dont le corps est exposé dans l'emblématique Armani Teatro. Le cercueil du styliste est exposé sous un bouquet de roses blanches. Les funérailles sont prévues lundi. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation langue arabe, c'est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.